Bon, je suis très. Alors déjà, je vous remercie, Daniel et Olivier, de leur invitation. Je suis assez content de passer après ce qui a été posé et ce matin et cet après-midi pour peut-être, je ne sais pas, en rajouter une couche ou poser encore, ou ouvrir peut-être encore d'autres pistes et d'autres débats. Alors j'ai été moi aussi assez un peu titillé par l'énoncé, évidemment, par l'énoncé qui était posé. Aussi pour ce que vous disiez tout à l'heure sur la question que dans ce débat-là, on est toujours un petit peu coincé par rapport à cette inquiétude qui est si jamais je suis pas d'accord, est-ce que je vais pas paraître un peu passer pour un réactionnaire ringard. Donc j'aimais bien aussi cette idée-là, et je vais essayer de tracer une ligne peut-être un peu équilibriste, et en essayant de pas trop me casser la gueule, entre un certain conservatisme et une certaine réflexion sur l'image, et puis la question de la fascination du fait technique. Comme je suis un élève studieux, je suis parti très simplement d'une des questions qui était posée, qui était pourquoi continuer à faire des photographies. Alors, je m'intéresse beaucoup aux questions qui étaient celles de soulever des images qui sont refotographiées, des images qui sont reprises, des images qui sont réemployées, enfin de la manière dont on peut faire commerce et manipuler ces images en circulation. Mais c'était plutôt, et ce qui m'intéressait, c'était plutôt se faire, la question de faire une image. Comment est-ce que je fais une image aujourd'hui dans une situation où il y en a déjà pas mal, quoi. Enfin, je reviens pas sur Douglas Hubler qu'on a cité tout à l'heure. Et donc du coup, je vais essayer de vous parler un petit peu en tant que quelqu'un qui réfléchit sur la photographie, mais aussi en tant que quelqu'un qui en fait. Et donc du coup, je vous montrerai des choses que je produis, pourquoi je les produis et pourquoi il me semblait intéressant de vous les montrer. Mon point de départ, c'est qu'effectivement, oui, je m'accorde aussi avec ce que vous disiez tout à l'heure en introduction, cette espèce de sentiment de saturation qu'on peut avoir face à la masse des images. Il est loin d'être neuf, et que la multiplication des images, la multiplication des canaux de diffusion, elle est finalement, après tout, le fruit même du dispositif photographique, et que ce que récolte aujourd'hui le spectateur contemporain, c'est finalement que le résultat d'un programme qui est le programme même de l'appareil et du dispositif photographique. Alors, je voudrais commencer par un paradoxe qui, moi, ne cesse toujours de m'étonner. C'est que depuis sa création, la photographie en tant que médium est un médium qui ne cesse de s'effondrer sur lui-même. J'explique ce que je veux dire par là. Disons qu'à partir du moment où le médium se stabilise, on va faire des photographies sur des plaques de verre, enfin un négatif plaque de verre. On peut donner une dimension standard qui pourrait être 20 par 25 cm. Que ce négatif de 20 par 25 cm va passer à un format plus petit, qui est celui de la chambre de la field caméra, donc la chambre qu'on emmène avec soi, qui fait 4-5 inches. Vous avez ici proportionnellement l'image. On passe ensuite à l'appareil moyen format, qui va pouvoir faire 6 par 7 cm. Vous voyez, je pense, où je veux en venir, puisqu'on va ensuite au 24-36, qui est l'appareil réflexe, dont voici la taille. Et le capteur aujourd'hui d'un appareil numérique standard est un peu moins grand qu'un capteur de ce qu'on appelle un full frame, qui correspond au 24-36, ça fait à peu près cette taille-là. Mais qu'en réalité, si on se penche sur l'outil principal qui sert à faire des photographies aujourd'hui, on est sur quelque chose d'un petit peu plus petit, puisque vous voyez qu'on est à peu près sur quelque chose qui fait environ 0,12 par 0,16 cm. Si je vous donne un chiffre simple qui nous résume comment on est passé de ça, on le voit même pas, c'est vraiment proportionnel, mais on le voit pas au centre, c'est le capteur du téléphone. On est passé d'une surface d'information de 500 cm² à une surface de 0,02 cm². C'est-à-dire que, pour vous donner une idée des proportions en un seul chiffre, lorsque vous faites une photo avec votre iPhone 6, vous avez 25 000 fois moins d'informations
que ce que vous pourriez avoir sur un négatif plaque de verre de 20 par 25 cm. Version améliorée. Alors, évidemment, on peut en tirer deux conclusions qui sont toujours intéressantes. La première, c'est que peut-être que ces appareils-là, peut-être que cette progression-là dans l'appareil, elle n'a pas du tout pour destination le photographe que je suis. Notamment parce que la photographie en tant que telle, alors j'essaierai peut-être de revenir sur cette question, je détermine par la photographie en tant que telle, est finalement un dysfonctionnement de l'appareil photographique, puisque l'appareil photographique a volonté à avoir un usage, à déterminer un usage, et que le photographe qui fait de la photographie pour la photographie, il va en quelque sorte défonctionnaliser cet appareil. Et que du coup, celui qui utilise l'outil photographique pour faire des images est finalement une espèce d'infime dysfonctionnement ou d'infime, on va dire, glitch dans ce à quoi sert la photographie, c'est-à-dire faire de la publicité, faire des images, transmettre des informations, enfin voilà, je veux dire, une espèce d'usage massif, faire ses photos de vacances, faire des selfies quand on est au musée, photographier son assiette quand on est au restaurant. Et puis, la deuxième chose, au-delà de moi, ma position de quelqu'un qui fait des images, il y a le fait qu'on n'a probablement pas sacrifié cette qualité pour rien. Et que donc, évidemment, en perdant en qualité, en étant 25 000 fois moins qualitatif, j'ai évidemment gagné quelque chose, c'est-à-dire j'ai gagné de la vitesse. J'ai même gagné énormément de vitesse, à la fois une vitesse de prise de vue, une vitesse de développement, une vitesse de transmission des images. Puisque vous savez qu'évidemment, c'est beaucoup plus simple de transmettre un fichier numérique que ce serait de transmettre un tirage barité argentique ou peu importe, mais que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide de transmettre une image de mauvaise qualité plutôt que de transmettre une grosse image HD qui va faire 35 gigas. Non, c'est beaucoup 35 gigas pour lui, mais donnons-lui 20 mégas, quoi. Alors, on pourrait rattacher cette question-là, comme ça, cette idée de la vitesse, comme ça, à la question de l'obsolescence programmée, c'est-à-dire de se dire que, ben voilà, dans un dispositif, enfin dans un système capitaliste qui privilégie, on va dire, la valeur immédiate de consommation, et donc le tout de suite, le fait d'obtenir tout de suite la chose, tout ça se fait au détriment d'une valeur d'usage sur le long terme. Alors, ça serait pas idiot. Je pense qu'il y a une part de ça qui entre en jeu, mais je pense que ce serait réducteur, et puis surtout, ce serait pas forcément penser ce qui se joue dans l'image. Et c'est là où effectivement ça m'intéressait de venir chercher William Flusser sur la photographie, et qui en 93 dans son texte pour une philosophie de la photographie pose que la photographie est le lieu d'un antagonisme, c'est-à-dire qu'elle n'est pas seulement un dispositif simple, mais qu'elle est le lieu d'un antagonisme entre le photographe et l'appareil photographique. Quel est le lieu d'un antagonisme entre les intentions du photographe et le programme qui est mené par l'appareil. Alors je vais vous lire un extrait, c'est d'une clarté totale, et donc je préférais vous le donner comme tel plutôt que de le reformuler moins bien. Il écrit dans ce texte-là donc: pour le photographe, ses propres concepts constituent la chose principale lorsqu'il photographie, et c'est à elle que le programme de l'appareil est censé servir. Pourtant, le programme de l'appareil prévoit de réaliser ses propres possibilités, les possibilités donc du programme de l'appareil, et d'utiliser à cette fin la société en guise de feedback pour s'améliorer progressivement. Derrière ce programme, le programme de l'appareil donc, se trouvent d'autres programmes, celui de l'industrie photographique, celui du parc industriel, celui de l'appareil socio-économique. Par leur hiérarchie tout entière, afflue l'intention gigantesque de programmer la société à adopter un comportement qui favorise l'amélioration progressive des appareils. Une comparaison entre l'intention du photographe et le programme de l'appareil montre qu'ils convergent en certains points et divergent en d'autres. Au point de convergence, ils coopèrent l'un avec l'autre. Au point de divergence, ils luttent l'un contre l'autre. La question que la critique photographique doit poser à la photographie est la suivante: dans quelle mesure le photographe est-il parvenu à soumettre le programme de l'appareil à son intention, et selon quelle méthode? En vertu de ce critère, la meilleure photographie sera celle où l'intention humaine du photographe aura vaincu le programme de l'appareil. En un mot, celle où le photographe aura soumis l'appareil à l'intention humaine.
vous notez, et c'est très important, que l'antagonisme que pose Flusser ne se joue pas entre l'appareil photographique et son opérateur. Lorsqu'il parle de la société qui répond d'une manière presque réflexe au programme de l'appareil. L'opérateur, c'est celui qui réalise avec beaucoup de complaisance le programme de l'appareil. C'est celui qui télécharge l'application le premier, en quelque sorte, si vous voulez. Mais l'antagonisme se pose entre l'appareil et le photographe, c'est-à-dire son utilisateur privilégié. Celui dont vous parliez, mademoiselle, tout à l'heure, lorsque vous disiez, voilà, il y a quelqu'un qui s'approprie les codes et qui crée, qui fabrique lui-même ses propres logiciels, par exemple. Enfin, c'est cet utilisateur-là dont il est question. Et c'est donc à cet utilisateur-là, c'est donc au photographe que Flusser attribue la capacité de mettre en crise ce programme qui est celui de l'appareil. Je vous lis la conclusion du texte de Flusser. Partout, nous voyons nos sentiments, nos pensées, nos désirs et nos actions se robotiser et constatons que vivre signifie désormais alimenter des appareils et être alimenté par eux. Je parlais de food porn tout à l'heure, vous voyez, on n'est pas très loin. En un mot, partout nous voyons combien tout devient absurde dans ces conditions-là. Où y a-t-il encore de la place pour la liberté humaine ? C'est alors que nous découvrons des hommes qui sont peut-être en mesure de répondre à ces questions. Ce sont les photographes, au sens que le présent essai donne à ce mot. Ils sont d'ores et déjà, et à petite échelle, les hommes du futur qui seront celui des appareils. Leurs gestes sont programmés par l'appareil photo. Ils jouent avec des symboles, travaillent dans le secteur tertiaire, s'intéressent aux informations et produisent des choses dénuées de valeur. Toutefois, cela ne les empêche pas de tenir leur activité pour tout sauf absurde et de penser agir librement. La tâche de la philosophie de la photographie est d'interroger les photographes sur la liberté d'examiner au plus près leurs pratiques en quête de liberté. Flusser conclut là-dessus. Il est quand même un peu imprécis sur son histoire. Il pose clairement qu'il y a quelque chose qui se joue d'une question de liberté. Et je voulais prolonger juste cette première proposition de Flusser en sautant de 93 à 2006, si je ne dis pas de bêtises, et en me tournant vers Agamben, dans le petit texte que vous avez probablement lu, qui est ce texte d'Agamben, qui s'appelle Qu'est-ce qu'un dispositif et Agamben revient sur non seulement sur cette notion de dispositif qui, je trouve, se colle assez bien à ce que peut être la photographie, non pas seulement comme un objet technique, mais comme un objet qui engage aussi des pratiques, qui engage aussi des comportements, etc. Agamben, faisant presque écho à ce que je viens de vous lire de Flusser, écrit du moins, il semble qu'aujourd'hui, il n'y ait plus un instant de la vie des individus qui ne soit modelé, contaminé ou contrôlé par un dispositif. De quelle manière pouvons-nous donc nous opposer à cette situation ? Quelle stratégie devons-nous adopter dans notre corps à corps avec les dispositifs ? Il ne s'agit pas simplement de les détruire, ni, comme le suggèrent certains ingénus, de les utiliser avec justesse. Le fait est que, selon toute probabilité, les dispositifs ne sont pas un accident dans lequel les hommes se trouveraient pris par hasard. À travers les dispositifs, l'homme essaye de faire tourner à vide les comportements animaux qui se sont séparés de lui et de jouir ainsi de l'ouvert comme tel, de l'être en tant qu'être. À la racine de tout dispositif se trouve donc un désir de bonheur humain, trop humain, et la saisie comme la subjectivation de ce désir à l'intérieur d'une sphère séparée constitue la puissance spécifique du dispositif. La stratégie que nous devons adopter dans notre corps à corps avec les dispositifs ne peut pas être simple. Il s'agit en fait de libérer ce qui a été saisi et séparé par les dispositifs pour le rendre à l'usage commun. Alors, je ne vais pas creuser tout ce qu'il y a dans ce texte-là, enfin ce que pose Agamben, mais je trouve ça assez intéressant la manière dont lui pose la question de qui bénéficie en quelque sorte, enfin quelle est la finalité de ce dispositif-là, et le fait que il s'agit en quelque sorte dans cette histoire, dans ce rapport que l'individu a avec l'appareil, que ce soit pour faire des photos ou que ce soit pour les regarder, qu'il y a un enjeu de réappropriation. C'est-à-dire qu'il s'agit en fait de se réapproprier quelque chose qu'on a délégué un petit peu inconsidérément au dispositif. Il dit, et je trouve ça intéressant, qu'on ne peut pas utiliser le dispositif avec justesse.
En photographie, je pense qu'il y a quelque chose qui fait écho à souvent des pratiques qui sont des retours vers des usages antérieurs, alors que ce soit le collodion humide, le polaroid, le sténopé, la lomographie, enfin tout un ensemble d'usages de la photographie qui en fait sont simplement présents comme des souvenirs un peu nostalgiques et domestiqués d'une fonction, d'avant l'accélération en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour dans avant l'accélération. Ça se voit d'une manière très claire puisque toutes ces histoires-là, enfin, vous voyez le virage coloré ou l'effet Polaroid, c'est aujourd'hui des options de n'importe quelle application Instagram. Donc on est dans quelque chose qui ne cesse de se mimer comme déjà domestiqué en quelque sorte. Que donc du coup les états antérieurs de la technique sont devenus inoffensifs et qui ne veulent certainement pas être des antidotes, des remèdes ou des postures qui permettraient de faire quelque chose. Non, la posture en quelque sorte se trouve et c'est ce que pose autant Flusser qu'Agamben dans ce que va faire le photographe. Le photographe, alors est-ce que le photographe, ça pourrait être, alors j'arrive pas à le lire puisque vous voyez bien que c'est écrit en tout petit, on le voit, bon, vous voyez ici, là, il y a le nom du photographe. On voit mieux parce que c'est écrit en gros et au milieu que ça a été fait avec un iPhone 6. Pourquoi est-ce que et comment on peut caractériser ce photographe-là dont parle Flusser, celui qui fait des photographies? En général, on peut dire, alors moi je pourrais me dire, oui, je suis plus un photographe que cette personne-là, et puis j'ai ce sentiment-là, parce que j'ai l'impression que l'image de ce photographe-là, ou j'en ai un autre, celui-ci en quelque sorte, est instrumentalisée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la production d'une image pour l'image, mais il y a la production d'une image pour la gloire de son appareil, en quelque sorte. Et on voit bien dans la hiérarchie typographique qu'il y a quelque chose qui se joue. Pourtant, socialement, il est autant un photographe que moi. Il est en quelque sorte peut-être même plus un photographe que moi, puisque je vais vous... à titre personnel, j'ai fait des études de photographie, mais j'ai fini mes études il y a une douzaine d'années, et pendant une dizaine d'années, j'ai produit des textes, j'ai produit des objets, j'ai produit des performances, des livres. J'ai quasiment pas, ou de manière très subreptice, pas exposé de photographie, donc pas montré de photographie, pas publié de livres de photographie. Et pourtant, paradoxalement, j'ai jamais cessé de me considérer comme étant un photographe. Et peut-être que c'est là que quelque chose se joue, c'est peut-être dans le fait que la photo de ce Kidam, dont on n'aura jamais le nom, est particulièrement vue et que les miennes sont particulièrement pas vues ou particulièrement occultées. Je vous en ai mis une comme ça, je suis allé repêcher tout à l'heure parce que paraissait bien comme dans le contexte que quelque part dans cette réserve-là qui se produit, il y a justement là ce qui se joue de cet antagonisme avec l'appareil. Je peux vous raconter comment, à quel moment, parce que je pourrais le savoir assez précisément, à quel moment j'ai réalisé que ce que je faisais était de la photographie et que je pouvais me définir comme photographe. J'étais à New York, c'était au milieu du mois de janvier 2004. Et j'étais, me demandez pas pourquoi, c'est une longue histoire, les yeux bandés sur le pont de Brooklyn, avec mon appareil. Je savais pas où j'étais, au demeurant d'ailleurs. J'ai su après que j'étais sur le pont de Brooklyn. Et donc je suis là aveuglé, ce qui pour un photographe est déjà un assez mauvais début. Et j'entends un bruit d'hélicoptère. J'entends cette espèce de bruit qui approche, un hélicoptère qui approche. Et qui approche dans ma direction, donc je règle un peu tant bien que mal, puisque j'avais un appareil non seulement argentique, mais en plus entièrement manuel, donc je règle à peu près
l'obturation du truc, un temps qui me permette de photographier un objet en mouvement, une ouverture qui tienne à peu près. Je fais une mise au point, là aussi un peu approximative, puisque je sais pas, mais je connais à peu près d'une manière tactile et voilà, où est-ce que ça se trouve. Et puis, je vise à l'oreille, donc je bouge pas, j'essaye de diriger mon objectif là où doit se trouver l'hélicoptère que je photographie. Voilà l'image. Et lorsque je développe cette pellicule, que je regarde ces images, je m'aperçois que depuis 3 semaines que je suis à New York à faire des photos, sans bandeau et sans rien, j'ai probablement fait pas une seule photo qui soit aussi bonne que celle-là. Alors c'est un petit peu vexant, évidemment, mais en même temps, c'est je pense, un accident assez heureux parce qu'il a à partir de là recalibré complètement toute mon idée de la photographie. La question, en fait, était plus de faire l'image, puisque d'une certaine manière, la machine était en mesure de la faire sans moi, mais la question, ça devenait de voir l'image, c'est-à-dire d'être en mesure de distinguer cette image et de dire, voilà, ici, il y a quelque chose qui se passe de l'ordre de ce que moi je définis comme la photographie. Et que donc, du coup, ce geste-là de la choisir, il implique un certain nombre de choses. Il implique que je peux voir ces images, mais que je peux aussi ne pas les voir, que je peux les montrer, mais que je ne peux pas les montrer. Et qu'à partir de là, je me place dans une situation qui est compliquée par rapport à mon appareil, parce que mon appareil se moque complètement de la qualité de mes images. Mon appareil va vouloir que je fasse une belle photo. Mais une belle photo, elle va être déterminée d'une manière très sociologique. Une belle photo, c'est... je vous donnerai une définition d'Andy Warhol qui dit une bonne photo, c'est une photographie qui est nette avec quelqu'un de célèbre dessus. Mais c'est une définition qui pourrait être valable. Si vous regardez le selfie dont on parlait ce matin, c'est exactement ça. Une photo qui est nette avec quelqu'un de célèbre dessus. Alors, si on a plusieurs personnes célèbres dessus, c'est encore mieux. Mais du coup, cette intégration de la chaîne, ce qui à une époque était résumé par dès le départ dans la photographie instantanée, vous aviez ça, c'est-à-dire qu'on vous donnait l'appareil, vous appuyez sur le bouton, vous rameniez l'appareil, on vous donnait les photos. C'est-à-dire on vous proposait une intégration complète de tout le processus, qui est exactement la même intégration que vous avez lorsque vous avez sur votre Facebook la possibilité de prendre la photo en même temps que vous la publiez quasiment. Vous avez encore ce petit temps de latence qui vous permet de voir l'image pour bien vous assurer que vous allez la publier, mais en réalité, voilà, il y a une intégration complète qui a supprimé développement, processus, choix, editing, etc., pour arriver sur quelque chose de complètement intégré. Et l'opérateur, que je distingue du photographe, est là pour fluidifier le programme, exactement comme quelqu'un qui travaille à la chaîne, en quelque sorte. L'opérateur est là pour ne pas ralentir la machine. Il y a un rythme et il doit suivre le rythme qui lui est imposé par la machine. Si tout d'un coup j'interromps ce processus, si du coup je décide de plus choisir les photos que je fais ou de plus montrer les photos que j'ai choisies, je désintègre la chaîne en question. Je me retrouve un peu comme quelqu'un qui fait grève d'une certaine manière. Alors c'est un problème pour ma visibilité en tant que photographe. Et en même temps, on voit bien comment on est dans une société qui fabrique un chantage à la visibilité. J'ai une amie hier qui me dit « Ça y est, je viens de finir l'article sur lequel je suis en train de travailler, je vais le publier, j'ai hâte, je frétille de recevoir les likes. » Enfin, je ne sais plus comment c'était quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que tout d'un coup, le nombre de vues est une espèce de caresse de l'ego, en quelque sorte, mais qui nous met dans une situation un petit peu de dépendance et de chantage. Et l'appareil vous fait payer votre visibilité. Vous savez bien comment le modèle, on en parlait tout à l'heure, le modèle de tous ces logiciels gratuits, en fait, il se paye sur quelque chose qui est malgré tout un travail. Lorsque je suis en train de mettre à jour ma page Facebook ou de publier une photo de n'importe quoi, je suis en train de travailler en réalité, quand bien même je ne suis pas payé pour le faire. Et donc, curieusement, face à cette espèce de chantage à la visibilité, il y a une autre option, une autre possibilité, qui est celle de celui qui fait des photographies, qui est de persister à désintégrer cette chaîne pourtant si merveilleuse et si fluide de production.
Alors c'est l'exemple, par exemple, de Garry Winogrand, qui, lorsqu'il meurt, il y a chez lui 2500 rouleaux de films qui n'ont pas été développés. Il y a 4500 rouleaux de films qui ont été développés, mais qu'il n'a pas vus. C'est l'exemple de Ralph Eugène Mittyard, qui va faire des photographies et qui va attendre entre 5, 6 mois, parfois 1 an, avant de faire développer les images qu'il a prises. Et il le dit, pour oublier les photos qu'il a prises, pour que tout ça pour débarrasser un peu les choses. Ça peut être encore, et je reste volontairement dans quelque chose de très traditionnel, c'est le cas d'Egglestone, qui finalement se désintéresse un petit peu des images une fois qu'elles sont prises. C'est plus lui qui va ensuite choisir les images qui vont être dans le livre. Il laisse cette tâche de traiter les déchets de son activité photographique à quelqu'un d'autre, en quelque sorte. Donc, on n'est pas obligé forcément d'être toujours collé à cette logique-là. Aussi parce que ce pas de côté, en fait, qui est fait par le photographe, il se fait par rapport à cette question du flux dont on parlait, qui est que le flux iconographique, mais comme le fleuve et dès la fabrication de l'appareil, il déborde complètement le regard parce que tout simplement, il n'est pas fait pour le regard. Simplement ce flux en constante opposition, en constante accélération, je veux dire, il n'est pas destiné à vous ou à nous ou à celui qui fabrique l'image. Cet excès des images, il ne nous regarde pas. Et j'entends, on ne regarde pas dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que les images qui sont sur Flickr, elles dépassent complètement ma capacité humaine à les voir. C'est donc bien qu'elle s'adresse à autre chose qu'à moi. Et que donc moi, photographe, ma pratique de la photographie, elle est finalement simplement un exercice, je vais dire, positivement négatif. C'est-à-dire que je vais extraire. Et extraire, c'est enlever. Je vais avoir, en tant que photographe, je vais non pas me distinguer par le fait que je prends des images, mais par le fait de ce que je choisis les images que je prends. Je choisis de prendre ces 50 images, plutôt que, comme le personnage de Calvino, tout le reste. Et puis dans les 50 ou 200 images que j'ai prises, je vais choisir d'en garder 1 ou 2. Et puis je vais choisir ou pas de les montrer. Et je pense que cette question comme ça du ne pas, en quelque sorte, du ne pas faire, elle est une question vitale dans ce que j'appelle l'exercice de la photographie, enfin dans ce qui pourrait être l'exercice de la photographie. Parce que sinon, on se retrouve dans la posture de l'appareil qui voit tout, mais qui, parce qu'il ne voit tout, parce qu'il voit tout, enfin c'est un peu l'histoire de la neige sur l'écran dont on parlait tout à l'heure, parce qu'il voit tout, ne voit absolument rien. Il y a une phrase de Kafka, je vais la retrouver, je ne l'ai pas loin. Un petit fragment du journal de Kafka. Kafka dit je sais nager aussi bien que les autres, seulement j'ai meilleure mémoire que les autres. Je n'ai pas oublié mon ancienne incapacité à nager. Mais puisque je ne l'ai pas oublié, être capable de nager ne m'est d'aucun secours, et je ne sais pas nager. Et vous voyez la logique implacable, alors bon, quoique particulièrement kafkaïenne en l'occurrence, mais la logique implacable de ça, c'est-à-dire que l'appareil qui voit tout est effectivement invisible. Tout ce qu'il peut faire, c'est différer ce qu'il a sous les yeux pour nous le redonner à voir un petit peu plus tard, 1 seconde plus tard, 2 ans plus tard, 200 ans plus tard, peu importe, mais il peut faire que ce geste comme ça de disruption dans le continuum, mais il n'y a que nous qui peuvent être en mesure de regarder les images, de consacrer du temps à les voir, de consacrer du temps à y porter un intérêt. Je pense que en ça, la photographie est symptomatique de toute une relation qu'on peut entretenir avec la production industrielle, puisque je ramène Duchamp ici. Duchamp écrivait un truc sur le ready-made. On lui disait, mais puisque le ready-made, après tout, c'est n'importe quel objet que vous prélevez, on peut en faire plein, quoi.
Et Duchamp dit, ou écrit, je ne sais plus, peut-être dans les entretiens de Pierre Cabane, très tôt, je me rendis compte du danger qu'il pouvait y avoir à resservir sans discrimination cette forme d'expression, celle du ready-made. Et je décidai de limiter la production des ready-made à un petit nombre chaque année. Je m'avisais à cette époque que, pour le spectateur, plus encore que pour l'artiste, l'art est une drogue à accoutumance et je voulais protéger mes ready-mades contre une contamination de ce genre. Et vous voyez bien que le ready-made, qui est un geste conceptuel, pour le coup, qu'on peut qualifier de conceptuel, qui est un geste de réflexion, il ne peut être un geste de réflexion qu'à partir du moment où je consacre à cette réflexion du temps et un lieu. Et il y a aussi cette chose assez remarquable chez Duchamp, qui est la manière dont, à l'inverse par exemple de quelqu'un comme Picasso, la manière dont Duchamp est allé extraire en quelque sorte sa production et sortir du marché pour ramener toutes ses œuvres dans les mains de Walter Arensberg pour qu'ensuite les œuvres soient réunies à Philadelphie. C'est-à-dire qu'il y a eu un choix, non seulement il y a très peu d'œuvres chez Duchamp, mais en plus ce très peu d'œuvres sont sorties du marché et sont ramenées en un seul endroit où elles peuvent être vues. Et cette question de l'endroit, j'essaye de voir. Oui, non, ça va. Cette question de l'endroit, du lieu où on regarde les œuvres, elle touche à cet autre moment, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait une image, qu'est-ce qu'il en est de la voir. Alors il y a cette question de la diffusion. Je trouve ça très étrange, ce mot de diffuser, cette obsession de la diffusion du travail. Vous savez bien, quand vous diffusez quelque chose, il n'en reste pas grand-chose. Une odeur éventuellement, c'est pas forcément évident. Or, plutôt que la diffusion, il y a la question de la monstration, de à quel endroit est-ce que je donne à voir. Et alors, bon, ça s'est fait dans le magazine. Le magazine a été ce lieu-là, le musée a été ce lieu-là, le livre dans l'histoire de la photographie, qui est un élément particulièrement important, a été ce lieu-là. Je pense qu'aujourd'hui, à nouveau, il est toujours nécessaire de réinventer des lieux où les images puissent être montrées, que certainement ça ne peut pas être les lieux anciens et que donc ça doit être les lieux du contemporain, c'est-à-dire justement ces lieux du flux, ces espaces-là. Et alors, assez brièvement, de manière comme piste un peu, je vais vous proposer peut-être quelques stratégies, quelques tactiques que moi j'ai pu développer dans mon travail. Alors j'ai fait il y a 2 ou 3 ans une exposition qui s'appelait Honor tes erreurs comme des intentions cachées, c'est en anglais, c'est Honor the error as hidden intentions, et qui était constituée donc de quelques images que je vous montre rapidement, mais qui avait cette particularité que la galerie qui me proposait l'exposition était une galerie qui était en train de fermer, et donc ils n'avaient plus de lieu. Donc on discute d'une exposition et ils me disent « Ouais, mais en même temps, on est en train de rendre les clés de l'espace, on est un peu emmerdé, tout ça et tout. Qu'est-ce qu'on fait ?» Je dis « C'est pas grave, de toute façon, moi, je montre pas trop mes photos, donc c'est pas très important. On peut se contenter de faire un communiqué de presse, on annonce l'exposition, bon, ça va être bien. Et du coup, on discute de ça, de cette question du lieu. Et donc, au lieu c'est le cas de le dire, de faire l'exposition dans l'espace qui était l'espace de la galerie, qui était à Bordeaux, que personne ne voit de toute manière, parce que c'est à Bordeaux et qu'il y a 3 kidams qui passent, et donc peu importe. J'ai pris les images, ce groupe d'images qui étaient à chaque fois des pièces. Alors bon, je précise que dans ces pièces-là, il y a certaines photographies qui sont des photographies que j'ai prises. Il y en a d'autres qui sont des photographies que j'ai choisies et que j'ai assemblées. Dans certains cas, j'ai assemblé des images à moi et des images qui étaient des images que j'avais trouvées. Et j'ai transmis, j'ai donné ces groupes de photographes, d'images. J'ai fait un dossier que j'ai envoyé à 5 architectes que je connaissais, plus ou moins, et en leur demandant à chacun de
produire, de concevoir un lieu dans lequel ces images seraient montrées. Et donc l'exposition qui a eu lieu consistait en deux choses. D'une part, les œuvres, les pièces photographiques qui étaient faites, et les 5 propositions de ces cinq architectes. Donc ici c'est Jotoda, qui est un architecte et un historien de l'architecture japonais, qui a conçu un espace qui est une espèce de mash-up entre la Villa Stein de Le Corbusier et, j'oublie toujours, la Villa Macontenla de Palladio. Et donc, du coup, qui, à partir des 2 plans, a fait un 3e espace dans lequel il a localisé les photographies. Voilà, Bernard Shaw, qui est un architecte, mais qui est aussi quelqu'un d'assez lié à la photographie, a conçu comme ça cet espace avec un petit texte qui décrit un petit peu le parcours à l'intérieur de cela. Guillaume Aubry, qui est à la fois architecte et plasticien dans un cabinet qui s'appelle Fricks Architecture, a fait une proposition qui est un petit peu engagée dans l'espace de monstration, mais dans tous les cas, si vous voulez, ce qui pour moi était important, c'était pas seulement d'avoir fait des images, d'avoir choisi des images pour les montrer, mais c'était aussi de réfléchir aux conditions dans lesquelles ces images sont perçues, vues, et comment est-ce qu'une même image peut apparaître d'une manière très différente quand elle est placée dans cet espace-là, cette architecture-là, et comment voilà, ça peut être différent dans quelque chose beaucoup plus white cube comme cet objet-là, ou Véronique Aval, qui est une architecte estonienne et qui avait décidé de placer les images à l'intérieur de placards. C'est dans des immeubles, c'est des HLM entre guillemets en Estonie, et qui, par rapport à l'histoire assez compliquée de l'Estonie et de ses rapports avec la Russie, puisque c'est un pays qui a obtenu son indépendance très, très tardivement et qui est resté très longtemps sous le contrôle de la Russie, où les œuvres étaient du coup un peu chez l'habitant, mais planquées à l'intérieur des placards. Et que donc à chaque fois, ce qui est intéressant, c'est pas mes images, c'est pas les propositions, c'est comment est-ce que la variation de ces espaces de visualisation va influer sur la manière dont on regarde ces images. L'une des œuvres était cette photographie, qui est une image que j'ai honteusement piquée sur les internets. Ça s'appelle Fire Season, et je vous le montre d'une manière un peu distinguée parce que c'est devenu depuis une série. C'est un ensemble d'images. À chaque fois, je me contente de faire un travail vraiment d'éditeur, puisque je cherche régulièrement des images d'incendie, je les collecte, j'en fais un album, et aussi régulièrement que possible, dès que je trouve un producteur, je fais financer l'édition de cette image à 1000 exemplaires en images qui sont des petits autocollants, ça fait 5 cm par 8, enfin, c'est vraiment format Panini, quoi. On fait 1000 exemplaires, j'en donne 700 à celui qui produit l'image, j'en garde 200, 300, et l'idée est qu'il a vocation, il a mission, et j'ai mission de distribuer ces images jusqu'à ce qu'on soit arrivé à épuisement total de l'édition. Qui là encore pour moi est aussi une façon pas seulement de me poser la question de l'image, pas seulement de son choix ou de pas son choix, mais aussi de qu'est-ce qu'on en fait. On en est là au numéro 11 ou 12, et donc c'est produit par des centres d'art, par des galeries, parfois par des collectionneurs qui décident d'en faire une pour eux, mais qui toujours ont c'est toujours quelque chose qui file entre les mains. Je termine avec un dernier exemple. Qui est un projet que j'ai entamé il y a une dizaine d'années peut-être, où j'ai commencé à travailler avec des gardes du corps, et avec quelque chose qui m'intéressait assez, qui était la manière dont un garde du corps est quelqu'un qui se place en fait dans l'économie de l'image, puisque sa fonction est de faire que lorsque Nicole Kidman se promène dans Paris, elle reste une image. C'est-à-dire qu'effectivement, Nicole Kidman va se promener dans le Paris, vous allez la croiser, vous allez la voir, mais si jamais il vous vient l'idée d'essayer de la toucher pour voir si elle est réelle vraiment,
ou comment elle est maquillée, eh ben, il est probable que la main du garde du corps se pose sur votre épaule avec plus ou moins de gentillesse et vous écarte et donc fasse un peu la même fonction que la fonction que produit la vitrine, qui est encore un autre dispositif de monstration assez passionnant, historiquement, c'est-à-dire faire en sorte que même inclus dans l'extérieur, même engagé dans l'extérieur, cette personne dont la fonction est une image reste une image. Et le garde du corps lui-même est souvent aussi transparent qu'une vitrine, on le voit pas, ou alors on voit une espèce de type un peu costaud, générique, auquel on fait pas attention. Et j'ai commencé à travailler sur ce projet avec des gens, j'en ai rencontré quelques-uns, et tout de suite, très rapidement, j'ai eu cette consigne qui était que oui, ils voulaient bien que je fasse des photos, mais qu'il n'était pas question de les montrer. Et évidemment, ça aurait dû m'arrêter, ou m'enjoindre à tricher en quelque sorte. Et au contraire, ça a mis ce projet-là dans une temporalité qui était très différente, c'est-à-dire que tout d'un coup, je pouvais faire autant d'images que je voulais, je pouvais avoir ce travail-là. Il n'y avait pas la question de ce qui allait être montré ou de ce qui allait pas être montré. Ça se déployait simplement dans quelque chose qui est très intéressant pour moi en termes de fabrication, parce que voilà, ça fait 10 ans que régulièrement je fais des images, qu'on continue à se voir, que je pars au Festival de Cannes en mai, je vais passer 15 jours là-bas, je vais continuer à faire ce corpus-là, et même si aujourd'hui cette interdiction en quelque sorte de diffuser les images c'est desserré d'une certaine manière, ce qui fait que par exemple je vous les montre aujourd'hui, enfin on n'est pas dans quelque chose qui est contractuel pur et dur. Malgré tout, cette espèce de sympathie entre le sujet, la discrétion du sujet et cette injonction de l'image à être montrée, contre laquelle je lutte ou avec laquelle je joue, fait que se fabrique une économie assez particulière dans ce projet-là. Et donc, en quelque sorte, ce que je voulais poser là, d'une manière, voilà, bon, un peu par rapport à cette question-là, par rapport à cette question du flux, par rapport à cette question de faire des images, enfin de fabriquer des images, c'était que dans ce jeu avec l'appareil et le dispositif photographique, la position du photographe, elle est peut-être justement une position qui peut être une position de retrait, qui peut être une position du peu, qui peut être une position de réserve en quelque sorte, et que par ce souci-là du dispositif, par cette maîtrise de la fabrication des images, on peut montrer non seulement oui, des images ou des images qui circulent ou des choses, mais on peut aussi un petit peu arriver à poser ce que ces images ont de complexe. Et que c'est par ce biais-là, en fait, qu'on peut, et c'est vraiment une piste parmi d'autres attitudes, pensées et moyens de les manipuler, mais qu'on peut néanmoins établir une sorte d'économie de l'image, et une économie de l'image qui soit en quelque sorte à la mesure de notre regard, tout simplement, en tant que corps, en tant que corps humain. Je vous remercie de votre attention. J'ai retenu une phrase qui m'a choqué. J'espère. L'image est donc le déchet de l'activité photographique. Ouais, pourquoi pas? Non? Bah, dans certains... Moi, je trouve dans le cas d'Eggleston, par exemple, on est vraiment dans on le voit dans la manière dont il parle. Pour lui, une fois qu'il a fait l'image, c'est-à-dire qu'il a réalisé le potentiel de quelque... Il sait comment elle va être. Il a d'ailleurs ce truc où il dit « je prends jamais un truc 2 fois en photo. Je le vois, je vois quelque chose, c'est fait, en fait, ça y est, quoi. » Après, il y a l'envie ou pas de le partager qui fait qu'on peut se dire « ah ouais, c'est vachement bien ce que tu as fait. » Mais il y a... Voilà, il peut y avoir l'idée que finalement la pratique photographique, il y a ce truc très chouette, cette école
cette école de cinéma où il devait avoir du matériel, il devait recevoir du matériel, je crois que c'était à Cuba, une école de... Vous voyez pas, c'est une école de cinéma à Cuba, ils devaient recevoir du matériel de Russie, ils n'ont jamais reçu le matériel, donc ils ont construit des caméras en bois, puis des trucs pour prendre le son en bois, et ils ont travaillé, et donc ils travaillaient, ils faisaient tous les exercices, et ils apprenaient le cinéma et la technique cinématographique avec du matériel en bois. Et en même temps, pour moi, je ne considérerais pas en quelque sorte que le cinéaste qui fait un film avec une caméra en bois soit moins un cinéaste que quelqu'un qui le fait avec un véritable appareil. Parfois même, il peut l'être beaucoup plus, enfin, je pense. Comme Bernard Faucon qui organisait des stages où il fallait pas mettre de pellicule dans les appareils photo. Pédagogiquement, ça marche bien. Hein. Ouais. Non, mais c'était aussi pour poser cette question de la vraiment de la photographie, du faire photographique. Parce que je trouve que dès qu'on est sur cette question du flux, on est tout de suite dans la question de gérer le flux, quoi. Et donc de remixer, de réemployer, etc. Alors que, bon, faire une image, ça reste un... Mais aussi, donc, dans la question du partage. C'est-à-dire que cette image, on a quand même, peut-être à un moment ou à un autre, envie de la montrer. C'est ça. Alors, comment la montrer ? Sachant que, donc, le photographe consacre du temps à regarder les photographies, et donc il va à l'encontre de l'appareil qui se modernise pour nous faire gagner du temps, pour nous éviter justement de perdre du temps à les regarder. Donc le partage, il est peut-être pris aussi au milieu de ce paradoxe. Comment faire que des gens qui n'ont pas fait la photographie, qui ne sont pas photographes, puissent découvrir quelque chose dans une photographie qui a été faite contre le matériel qui a servi à la faire. Est-ce que le flux peut pas être le lieu de... Est-ce que dans le flux, il est possible d'organiser ce type de partage, enfin de trouver quelqu'un qui soit capable de regarder les photographies qu'on a faites? Oh bah oui, mais ouais, je pense. Enfin, pour moi, il n'y a pas de... Après, toute la question, c'est des questions de... Si j'ai 1 heure, je peux regarder 600 photos ou je peux en regarder une. Ça ne sera pas la même expérience. Après, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, en quelque sorte. Mais je pense qu'il y a cette question justement de savoir est-ce que parce que je peux en regarder 600, je dois forcément en regarder 600, ou est-ce que parce que je peux en regarder 600, j'ai quand même pas le droit juste d'en regarder une seule? Et j'ai quand même pas le droit, est-ce que j'ai quand même pas le lieu? C'est vraiment cette histoire, la question du lieu, quoi. Sur quel lieu je peux... Enfin, moi, je vois dans les entreprises, on dit aux gens, on leur passe des consignes en leur disant, vous n'ouvrez pas votre boîte mail avant 13h. Vous n'avez pas le droit d'ouvrir votre boîte mail avant 13h. Il y a bien une raison physiologiquement pour laquelle on vous interdit d'ouvrir votre boîte mail avant 13h. Et en même temps, je vois bien, moi, quand je prépare des cours avec Facebook aussi. Enfin, j'ai des cours que je fais parce que je vais piocher des trucs sur ici ou là. Enfin, donc c'est pas l'un contre l'autre en fait, mais oui. c'est la possibilité des deux espaces. Et la possibilité que j'ai un lieu où je puisse passer 1 heure à regarder une image. Ce qui est du coup, ce qui est une expérience fascinante. Enfin, c'est ce que dit Kedge, quand Kedge dit regardez un truc pendant 5 minutes, si vous vous ennuyez, regardez-le pendant 10 minutes, et si vous vous ennuyez, regardez-le pendant 1 heure. Enfin, et au bout d'un moment, ça devient fabuleux, quoi. Mais ouais. J'aurais une question très bête. Pourquoi les images d'incendie et de garde du corps? Mon psychanalyste répondrait mieux que moi, je pense. Mais oui. Mais ce serait plus cher.
Non, les incendies, je pense que je m'en suis rendu compte. Je vais revenir très vite, mais sur les images qui étaient les images de cette exposition. Je m'en suis pas aperçu quand j'ai conçu l'expo, mais sur cet ensemble d'images, la première photographie qui est en haut est une carte postale d'un hôtel. Je sais plus où aux États-Unis. Les 5 polaroïdes qui sont en dessous avec ces images assez belles, on dirait un peu des stills d'un Carpenter, c'est des photographies d'un agent immobilier américain. Donc c'est des maisons qui sont à vendre. L'image en dessous, c'est une image que j'ai faite dans un espèce de manoir ultra riche et rupin de Londres. Là, le diptyque qui est en dessous, c'est 2 photos, c'est 2 images qui ont été prises à l'extérieur par moins 40 degrés. Et là, la photo qui est ici, qui est prise à Tokyo, c'est toutes les maquettes qui ont servi pendant plusieurs années au film catastrophe japonais. C'est-à-dire que chaque fois que Godzilla détruisait Tokyo et qu'on voyait la ville brûler, c'était ces images-là c'était ces maisons-là qui étaient utilisées. Donc du coup, je m'en suis absolument pas rendu compte quand je l'ai fait, et puis c'est des histoires aussi de ça, mais il y avait déjà une question, je pense, en germe dans cette histoire, qui était la question du lieu. Et qui est aussi l'autre truc dans le flux, c'est que ouais, c'est bien d'être tout le temps dans le flux, mais à un moment, quand j'ai nagé pendant 1 heure, soit il y a un endroit où je m'arrête et où je m'assois, où je mange et où je dors, soit je me noie. Et je crois qu'il y avait un peu cette histoire d'avoir tous ces lieux-là qui sont des lieux voilà, provisoires, menacés, au bord de l'effondrement un petit peu, quoi. Ouais. Je pense. Et les incendies participent de ça, puisque c'est souvent des incendies, mais c'est souvent des incendies qui menacent des habitations, qui menacent des lieux humains, quoi, enfin des lieux habités par le... Parce que là, j'ai l'impression que l'image par image, c'est des rencontres plus ou moins fortuites, alors que, d'après ce que j'ai compris, et pour les incendies et pour les gardes du corps, c'est un travail sur la longue durée, récurrent, il y a une recherche... peut-être pas systématique, mais en tout cas, voilà, c'est des thèmes qui... Mais ouais, non, c'est vraiment des... Enfin, à la fois je pense, par exemple, pour les gardes du corps, pour moi, d'abord, il y a vraiment quelque chose de clé qui se joue par rapport à l'image. Et donc ce qui... Voilà, ouais, ce qui était... Voilà, non, mais qui était ça, qui était ce rapport-là, et qui, justement, amène ce qui quelque chose qui peut y avoir de vital, c'est-à-dire que pour le garde du corps, par exemple, n'a pas le seul moment où le garde du corps apparaît dans l'image, c'est pour mourir. C'est-à-dire que s'il s'introduit dans le champ, ça va être parce qu'il s'interpose. Et donc il y a quelque chose comme ça qui est extrêmement noué, et ils le disent eux-mêmes d'ailleurs, il faut toujours se méfier des photographes. Quand on a tiré sur Reagan, c'est un photographe c'est le type qui a tiré sur Reagan, ou Nixon, je sais plus, était dans le pool des photographes. Quand Massoud a été assassiné en septembre 2001, l'arme était cachée dans une caméra. Et puis il y a évidemment tout ça que Virilio développe avec beaucoup de brio, voilà, ce lien avec le point and shoot de l'arme à feu et de la caméra, ou Farouki qui pose ça assez justement. C'est-à-dire que je pense qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre de la guerre qui se joue là-dedans, quoi. Et une autre chose qui me fascine aussi dans cette figure du garde du corps, c'est qu'au fond, lorsqu'on est en train de les photographier, ils sont en train de faire des trucs, etc. Mais finalement, l'image, c'est toujours l'image où le coup de feu part, en quelque sorte. Et tout le travail du garde du corps est que cela n'advienne pas. Donc tout ce qu'il va faire et tout son métier entier va être de faire en sorte que il n'y ait pas d'image qui arrive, il n'y ait pas d'un instant décisif en quelque sorte. Donc il va travailler contre justement l'apparition de quelque chose qui viendrait déranger. Et c'est aussi quelque chose, c'est aussi une figure que je trouve assez fascinante, ce travail pour que rien n'arrive. Alors qu'on est tout le temps en train de chercher l'exceptionnel d'une manière ou d'une autre, là on cherche qu'il n'y ait rien. Un modèle pour le photographe, en somme. Tout dépend du photographe.
Oui. Oui. Bon, j'ai trouvé vraiment très intéressant l'approche matérialiste du flux, qu'on revienne à la question de ce que c'est qu'une caméra, pourquoi on en est là. Et j'ai trouvé vraiment l'articulation que j'ai sentie en fait dans cette présentation entre, si on se pose la question de ce flux, qu'est-ce qui est de l'ordre de la production là-dedans, qu'est-ce qui est de l'ordre de la consommation, et comment les deux s'articulent dans des pratiques artistiques. Le programme de l'appareil, effectivement, et le programme du programme, c'est quelque chose qui génère le flux matériellement, et que je trouve très intéressant. Et là aussi, il y a sans doute une question idéologique qui vient, puisqu'il y a eu une polémique, je crois que c'était cet été, puisque on sait que la photographie telle qu'elle existe aujourd'hui, elle est faite pour photographier des blancs, elle n'est pas faite pour photographier des noirs. Donc il y a un certain nombre de polémiques qui révèlent un petit peu l'idéologie du programme de l'appareil. Et effectivement, je pense que de la même manière, on peut révéler des idéologies qui sont dans le code des algorithmes qui fournissent les flux. Mais il y avait une question, parce que l'intervention de Duchamp et de l'art comme drogue, ça pose est-ce qu'il n'y a pas une dimension d'addiction en fait dans la production de ces flux? Est-ce que finalement l'emballement du matérialisme, l'effondrement et l'éclosion subite et accélérée, qui contribuent, qui fonde l'apparition de ces flux, ne témoigne pas d'une dimension d'addiction finalement de la part des photographes qui sont producteurs photographiques. Bah. Vous avez raison de distinguer l'échelle, on va dire, idéologique et comportementale dans ce que c'est cette distinction-là entre l'opérateur et le photographe. Dans le cas de Duchamp, le fait de limiter les ready-made et de dire il y a une accoutumance à l'art. Duchamp met l'art, je pense, dans le même panier que on pourrait mettre les images Flickr, le flux Facebook ou etc. C'est-à-dire que Duchamp, qui se pose comme un artiste, il voit bien que le système de l'art, il est très problématique. Je disais très brièvement Picasso. Picasso, c'est un artiste du flux. Enfin, Picasso, c'est... Attends, je veux dire, ça gicle quand même, quoi. On continue, quoi. Enfin, c'est vraiment constamment ça, quoi. Et c'est évident que chez Picasso, il y a une compulsion, il y a une compulsion dans le comportement. Après, ça... C'est ensuite, voilà, après c'est des choix. Moi, ce que je pose sur cette question de retenue, elle peut aussi être une forme de rapport un peu d'accoutumance par rapport à je sais pas, un fétichisme de la rareté. Enfin voilà, je vais dire, on fétichise tout, on fétichise autant le. Mais oui, évidemment, pour moi, dans la figure du flux, il y a quand même un geste de compulsion. Il y a quand même souvent un geste de compulsion. Après, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, il n'est pas. Voilà, ouais, donc voilà, il n'y avait pas de jugement de valeur. Mais oui, enfin, il y a un geste. Oui, je pense qu'il y a une dimension compulsive là-dedans. Et effectivement, je me sens plus proche de Duchamp. Enfin, je me sens plus attiré par Duchamp que par Picasso. Mais bon, après, c'est voilà, des goûts et des couleurs, tout ça, quoi. Oui, alors que la position de Duchamp a été assez bien digérée par le milieu de l'art, quand même. Finalement. Peut-être plus facilement que celle de Picasso. Oh non. Dans l'art contemporain,
Mais Jeff Koons fait pas du Duchamp, Jeff Koons fait du Picasso. C'est là aussi le truc, c'est qu'on regarde Jeff Koons comme quelqu'un comme un héritier de Duchamp parce que la doxa veut ça, mais en fait non. Enfin, c'est vrai que Duchamp était tout à fait contre l'utilisation qui avait été faite de ses propres théories. Enfin, son urinoir, il l'avait perdu. Il n'avait pas du tout la même approche vis-à-vis de ses œuvres que la doxa et que le milieu de l'art a eu aussi à ce moment-là. Non, un cas passionnant, c'est le cas de Warhol. C'est-à-dire que chez Warhol, pour le coup, est vraiment un héritier de Duchamp, parce que chez Warhol, il y a une mise en œuvre de la compulsion, il y a une mise en œuvre de... Warhol, là où Warhol est fascinant, c'est que Warhol, il dit, il y a un programme, je vais pas le critiquer, non, on va faire tourner à fond. C'est-à-dire, on va mettre de plus en plus de charbon dans la machine pour être dans des trucs, pour être 19e à mort. On va mettre de plus en plus de charbon dans la machine pour voir à quel moment ça explose. Ça qui est fabuleux chez Warhol. C'est qu'en fait, on peut faire plein d'images, on va faire plein d'images. Et en plus, il fait ça à l'intérieur d'un système qui est le système de l'art, qui est quand même, il y a toujours eu ce conflit dans la photographie. C'est-à-dire que quand on dit ah bah oui, c'est un tirage limité à 3 exemplaires, on se moque de la tête des gens, quoi. C'est-à-dire que la photographie, elle est justement ce que la photographie a d'incroyable, ce que la photographie a d'incroyablement critique comme outil de penser le contemporain, c'est que du moment où j'ai fait une photo, que j'ai un négatif ou que j'ai un fichier, ça ne change rien. C'est-à-dire que d'une certaine manière, ce qu'on pose comme la rupture du numérique, etc., pour moi, elle n'existe pas. Avec un négatif, je peux faire autant de photos que je veux. Avec un fichier, je peux faire autant d'impressions que je veux. La seule différence, ça va être quoi? Ça va être qui est-ce qui va l'acheter? Qui est-ce qui va avoir le temps de le regarder? C'est juste la limite, elle est le corps physique de celui qui regarde, qui achète, etc. C'est tout. Plossu pendant très longtemps, je connais bien sa galeriste, il faisait des tirages ouverts. C'est-à-dire qu'il disait j'ai une photo, vous la voulez, je la tire. Bon. Et sauf que à chaque fois, les tirages de Plossu, il y en avait, c'était des tirages de 5, 6, parce qu'il y a tellement photos de Plossu que pour les chances qu'il y ait un collectionneur qui soit intéressé par la même image, il y a 2-3 best-sellers, mais dans l'ensemble, en fait, voilà, il y a moins cette image de Plossu qui a tirage ouvert que d'images de je sais pas quel photographe pas intéressant qui a fait 25 exemplaires de sa photo parce qu'il veut les limiter. Enfin, après, voilà, il y a cette question de la manière dont le marché vient dont l'art est aussi un système, quoi. Oui, bien sûr. Enfin bon, évidemment, quoi. Mais, on en revient à ce paradoxe-là de se réclamer d'artistes comme Warhol ou Duchamp qui sont aujourd'hui des cautions du flux, quoi. Et Warhol, pour le coup, encore plus. Mais tout est... c'est-à-dire que tout est caution du flux. Et moi, je suis persuadé que Warhol, qui est l'un des artistes les plus célèbres du monde, est l'un des artistes les plus incompris, très volontairement. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on connaît Warhol qu'on comprend Warhol. Donc qu'on aille le brandir à tort et à travers, etc. Enfin, l'exposition Duchamp et la peinture à Beaubourg, c'est quand même... On frôle quand même le révisionnisme. Et on est à Beaubourg. C'est-à-dire Duchamp, c'est quoi? Duchamp, la peinture même. C'est quand on a un tout petit peu 2-3 notions d'histoire de l'art, c'est quand même du délire absolu, quoi. Donc, il faut refonder les mythes artistiques. On peut aussi considérer que l'histoire de l'urinoir est une revanche de Duchamp sur le fait que son nu descendant un escalier ait été aussi mal accueilli. Ça peut être simplement une espèce de geste revanchard qui n'aurait rien d'artistique. Et dans ce cas-là, c'est un regret qu'il ait été obligé d'abandonner la peinture parce que personne n'en voulait. Je pense qu'il était bien content d'abandonner la peinture. Parce que je crois que ça l'emmerde. Enfin, je pense que c'est ça l'emmerde. Enfin,
Oui, ça l'amuse un moment, et puis au bout d'un... Il dit ça de la photographie, Duchamp, c'est cette phrase où on lui dit « Qu'est-ce que vous pensez de la photographie ?» Et il dit « J'aime beaucoup la photographie, j'espère qu'elle va dégoûter tout le monde de la peinture jusqu'à ce que quelque chose d'autre vienne dégoûter les gens de la photographie. » Voilà, j'allais dire, pour le coup, c'est exactement la question qu'on est en train de se poser, quoi. C'est-à-dire, vers quoi on ouvre, en fait, à partir du moment où la photographie est devenue cette espèce de chose un peu standard. C'est vrai qu'il y a une dimension extrêmement progressiste, alors que on pourrait se poser la question de voir à quel point le flux n'est pas extrêmement conservateur, contrairement à la manière dont il est présenté par la doxa. Mais la représentation, c'est ce que disait votre voisine, la représentation d'Internet, elle est étonnante aussi, c'est-à-dire quelle représentation on donne à ce flux, à part des gros tas d'images, voilà, à part la figure du Tumblr, à part la figure de quelque chose qui revient, l'installation d'Eric Kessel, qui au demeurant, mais moi ça me fait toujours rire, est une mise en scène complète, parce qu'en fait il y a c'est pas un tas d'images, il y a une construction en bois vide et puis les images sont posées par-dessus. Donc on est déjà dans une représentation. C'est-à-dire c'est 24 heures d'images, quoi. C'est la représentation de 24 heures d'images avec cette espèce de représentation des dunes comme ça, etc. On est déjà dans des clichés, on est toujours en train de travailler ça, quoi. Et rien que ça, je pense qu'il y aurait presque un truc à faire sur la question de comment on représente le flux. Comment est-ce qu'on représente la quantité des images, le petite image avec les daguerréotypos maniaque, elle est vraiment, elle a une grammaire ultra particulière, quoi.